Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Si tu écoutes souvent Wedding Divan, tu m'as sûrement entendu dire que mon coup de cœur 2023, c'était Élise Martimore. Ça fait des semaines qu'on a dit qu'il fallait qu'on enregistre cet épisode. Voilà qui est chose faite à partir des questions que vous m'avez envoyées pour Élise. Trop contente de partager ça avec toi aujourd'hui. C'est parti. Hello Élise. Alors, j'allais dire bienvenue dans Wedding Divan, mais c'est moi qui suis sur ton divan encore une fois. Bienvenue Magali. Pour une fois, je bouge. Merci de m'accueillir chez toi. J'ai déjà discuté de ça plusieurs fois dans le podcast, je crois, mais je te le redis en face, en vrai. On se voit pour la première fois, mais tu es mon coup de cœur 2023. Et je suis fan de ta personne. Bon, alors du coup, ça commence bien, malaisant, je suis aussi rouge que ma robe. Au contraire. Merci. Ouais, ça m'a touchée. J'ai entendu les autres podcasts, ça m'a vachement touchée. Non, c'est vrai. Après, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La première fois que je t'ai parlé en visio, j'ai été très très étonnée de la différence entre ce que tu renvoyais et ce que tu es. Est-ce qu'on peut en parler un peu déjà? On peut en parler, parce qu'apparemment c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de tabou aujourd'hui. Non, il y a zéro tabou avec moi. Mais apparemment c'est un vrai sujet. Je découvre ça depuis, notamment depuis qu'on a initié The One, et je découvre ce que les gens imaginent que je suis versus qui je suis. Donc allons-y, parlons-en. Mais non, mais voilà, enfin, pour moi, tu avais une image presque intouchable, très professionnelle, mais presque intouchable. Et en fait, tu es la femme, franchement, la plus drôle que j'ai rencontrée en 2023, la plus extravertie, enfin voilà. Et c'est complètement différent de ce que tu renvoies comme image sur les réseaux, quoi. Il paraît. Mais est-ce que tu t'en rendais compte de ça? Non, je m'en rendais pas compte. Après, j'avoue avoir mis un mur au tout début de la communication sur les réseaux, parce que j'ai pas été sur les réseaux tout de suite, j'ai été sur les réseaux un peu plus tard. C'est pas une marque que j'ai construite, je l'ai fait de manière un peu instinctive. J'ai mis de la construction plus tard, mais au moment où j'ai monté les réseaux sociaux, j'ai fait vraiment en sorte de ne pas apparaître, de dissocier qui j'étais de mon travail. Et comme tu l'as dit très bien, je suis folle. Et que... J'ai pas dit ça. Oui, j'ai utilisé des mots beaucoup plus jolis. Comme je suis un petit peu extravertie, je voulais pas, si tu veux, en tout cas, j'ai eu peur à cette époque-là que cette image-là fasse peur aux gens, justement. Et comme pour moi, la couture, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est une vieille dame, tu vois, très respectueuse, mais je crois que j'ai mis cette image-là, en tout cas, j'ai vraiment dissocié les deux. Sauf que j'ai pris le pli et que j'ai continué avec les années. En plus, pour des raisons personnelles, je m'affiche très peu sur les réseaux. Et du coup, les gens n'ont de moi, finalement, en tout cas de moi, que ma marque comme image. Et souvent que des photos figées. Et souvent que des photos figées. Et en plus, les dernières qu'on a faites étaient hyper strictes, machin, parce que je suis pas extrêmement à l'aise devant l'appareil. Là, appel à tous les photographes, amusez-vous, mais personne n'a encore vraiment réussi à me prendre telle que moi j'étais. Donc ouais, je suis très sérieuse, stricte, enfin... Et c'est un retour qu'on a eu quand on était à Ibiza. C'est les autres prestats qui petit à petit sont venus nous voir, et notamment avec Clémentine Marchal, qui je crois aussi a un peu le même décalage d'image, ouais. En disant non mais en fait les filles vous êtes hyper drôles, hyper cool, vous parlez de tout et n'importe quoi. Voilà. Voilà. On sait de quoi on parle toutes les deux. Voilà. Mais ouais, c'est marrant, c'est un retour qu'on me fait depuis pas très très longtemps. Et c'est la première à me l'avoir vraiment hyper bien verbalisé. Et d'ailleurs, en mode sans filtre, tu m'as dit ouais, ça me saoulait de ouf cet entretien. J'avais pas du tout envie de parler avec toi. Bref, on s'était pas très bien compris sur comment on allait amener. Moi, je pensais que c'était obligatoire, toi aussi. Et en fait, aucune de nous n'avait vraiment envie d'être là. Moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer du monde, mais voilà, je pensais que c'était le passage obligé. Toi, tu t'es dit ouais, vas-y, putain, faut que je me tarte Martimore pendant un quart d'heure. Là, j'ai pas envie. Finalement, on a parlé de plombes. Oui, pour expliquer, du coup, c'est
toi, tu pensais que le passage obligé, c'était de se faire un pré-call du podcast, enfin de l'épisode. Et moi, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, enfin voilà, c'est encore, enfin souvent les personnes qui me demandent ça, c'est des control freaks qui veulent vraiment tout contrôler, etc. Et en plus, tu as eu un souci avec Zoom, du coup, t'étais en retard. Et là, j'ai envoyé un message à mon assistant, j'ai dit, j'ai pas envie là, j'ai pas envie du tout. Et puis j'ai dit, j'attends encore un quart d'heure, puis si elle est pas là, tant pis quoi. Et puis en fait, t'es arrivé dans les 5 minutes. Et en fait, on a parlé 1h30. 1h30, je crois. Et c'était un régal, quoi. Et je me suis dit, mais qui est cette personne? Écoute, en tout cas, voilà, moi je suis ravie d'être là. Et j'aimerais bien, pour celles qui ne te connaissent pas, celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, même si c'est rare maintenant. T'as vu? C'est le passage de pommade. Petit passage de pommade, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivée à devenir la marque Elise Martimore? Déjà, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis Elise Martimore, créatrice de robes de mariée. J'ai installé, c'est marrant, on en a parlé tout à l'heure, donc du coup, je vais le redire pour la 8 milliardième fois. La marque est bordelaise au départ, elle n'est pas parisienne, même si moi, je suis parisienne. Mais j'ai changé de vie en 2010, il y a donc 13 ans, et j'ai ensuite ouvert une succursale parisienne quelques années après. Voilà, après, tu veux que je te dise comment on en est arrivé là? Ah bah oui, on veut tout savoir. Bon, pas 3 heures par contre. Ouais, parce que je nous connais. Hyper pipelette. Moi aussi, mais vas-y, fais-moi les petites bien cassée, la fin de week-end. Les petites étapes. Les petites étapes. Écoute, moi, mon parcours, c'est de la haute couture au départ. Alors, mon parcours d'études, parce que j'ai souvent entendu sur ton podcast des gens qui changeaient de profession en cours de route, qui finissaient par embrasser leur passion un peu plus tard, etc. Moi, pas du tout. J'ai toujours su que je voulais faire ça. J'ai hésité entre ça et les lettres. On en reparlera peut-être un peu après, mais ça fait quand même toujours partie de mon bagage. Donc, j'ai fait une Hippocagne option Sciences Po avec de l'histoire de l'art en parallèle. Et ensuite, j'ai fait S-Mode international à Paris en section haute couture. Donc, c'était vraiment ce que je me destinais à faire. Et du coup, passage obligé, j'ai fait des maisons de haute couture. J'ai découvert exactement ce que j'y cherchais dans les techniques et la transmission des savoir-faire, les matières précieuses. Enfin, vraiment, moi, c'est tout ce que je voulais faire. En revanche, je n'ai pas aimé l'univers de la haute couture, qui vraiment, d'abord, je vais en parler absolument sans filtre, est bourré de drogue. Enfin, c'était hyper compliqué. Et en même temps, on le comprend, parce que vu les plages horaires qu'on nous demande de tenir et les cadences, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Alors moi, je n'ai jamais été comme ça, parce que comme le disait Salvador Dali, et mes amis le savent très bien, je n'ai pas besoin de LSD, je suis le LSD. Donc, je carbure à moi-même, c'est déjà bien. Imagine si en plus je prenais des trucs, on ne s'en sortirait jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est un univers que j'ai découvert, que j'ai pas aimé sur les cadences, mais que j'ai aimé sur le métier. Voilà, et en gros, on est en 2009, on est en pleine crise, tout le monde perd son boulot partout. Moi, je suis maman célibataire déjà à l'époque. C'est super compliqué de tenir les cadences qu'exige la haute couture. Et puis financièrement, de vivre avec une gamine à Paris. Dans ces conditions-là, j'ai jusqu'à 6 boulots en même temps pour arriver à tenir les deux bouts. Je travaille en boîte de nuit en même temps. Enfin, c'est terrible. Je dors dans des taxis, je dors jamais. Wow. Ouais, c'était. Et moi, je me suis dit, c'est pas une vie, ça, en fait. Et j'ai découvert Bordeaux par hasard en allant à l'anniversaire d'un ami d'amis. Enfin, et j'ai eu un coup de cœur. C'est-à-dire, je suis vraiment tombée amoureuse de la ville. Moi, qui suis pas quelqu'un qui tombe amoureux de manière globale, amoureusement, sentimentalement, mais de la ville, ouais. Je tombe amoureuse de la ville. Voilà, donc j'ai débarqué dans cette ville comme on arrache un pansement, sans trop réfléchir, en me disant, je sais pas ce que je vais y faire, mais je vais y vivre, ce sera déjà ça. Du coup, j'ai enseigné dans un premier temps l'histoire du costume, avec le bagage d'histoire de l'art que j'avais, et puis j'ai enseigné aussi dans les écoles de mode, le modélisme et le moulage et la couture. Ça a duré 2 ans, ce qui m'a permis de voir un petit peu quel était le marché bordelais. Et en fait, la haute couture passait son temps à me rappeler pour faire des missions de petites mains, d'intérim. Et mon but à moi, c'était pas de prendre des trains tout le temps, quoi. C'était de vraiment essayer de faire quelque chose à Bordeaux. Puis du coup, j'ai rencontré ma meilleure amie qui est journaliste, qui m'a mis sur 2-3 plans, dont le Salon du Chocolat et d'autres événements. J'ai organisé une expo photo aussi à l'époque. Enfin, et en fait, je me suis rendu compte qu'à Bordeaux, il y avait pas grand-chose. Concrètement, et qu'il y avait du coup toutes les futures mariées bordelaises qui partaient chercher leur robe à Paris. Il n'y avait pas grand-chose en offre, il y avait très peu de choix en style, et alors techniquement, à l'époque, il y avait carrément rien. Et donc, je me suis dit, puisque les bordelaises partent à Paris, autant que la parisienne que je suis s'occupe des bordelaises.
Voilà, donc c'est comme ça que, un peu par hasard, j'ai atterri dans le mariage à Bordeaux parce que comme toutes les créatrices à peu près, je pense qu'on a toute la même histoire. Il y a une copine qui se marie, qui a besoin d'une robe, on lui fait une robe. Et bref, ça s'enchaîne assez rapidement. Ok. Voilà, donc ça s'est monté en 2013 à Bordeaux, ce qui devait être au départ une toute petite structure où j'étais toute seule, où je m'étais donné comme challenge d'en faire 20 par an et ça me suffisait pour vivre. Et je voulais être juste un petit artisan de quartier, a très très vite grossi. Ok, alors on a fait une story pour voir un petit peu ce que les gens aimeraient savoir de toi. Donc je vais te poser ces questions-là en premier, puis après on verra si on va sur d'autres questions. On verra en fonction du temps. Hein. Alors, est-ce que vous acceptez de créer des robes pour les non-instagrammeuses? J'adore ce sujet parce qu'on en a parlé souvent toutes les deux. Ouais, alors on en a parlé toutes les deux. C'est un sujet, alors indépendamment de la question qui me vexe parce qu'en gros, en 10 ans, on a dû travailler avec 2 Instagrammeuses ou 3. Enfin, bon. Mais c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et on avait commencé notre discussion toutes les deux d'ailleurs là-dessus cette année. Moi, c'est un sujet qui me pose un énorme souci parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la valeur du travail et que comme en plus on est engagé sur des matières françaises, une confection française, etc., j'ai besoin, moi, de rémunérer mon entreprise, de rémunérer mes salariés, de donner un juste prix à l'effort qu'elles fournissent. Et j'ai pas envie de donner gratuitement des pièces qui sont des pièces d'exception à des filles qui se prennent en photo. Pardon, je vais vulgariser, hein, c'est un petit peu... Voilà. Mais en photo dans leur dernier outfit Zara devant leur miroir tous les jours. Et parce que pour moi, elles ne créent rien. Après, je dis pas qu'Instagrammeuse, il n'y a pas un travail de création de contenu, mais moi, c'est pas la valeur du travail que j'ai envie de valoriser. Donc, ça a été un grand souci parce que d'une part, c'est vrai que c'est de la communication facile, pas gratuite, mais pas loin, qui en tout cas qui coûte 10 fois moins cher qu'une communication, que ce soit sur les réseaux ou sur support papier. Donc, il faut quand même vivre avec son temps et se dire que ça existe et qu'il faut en profiter. Et en même temps, je suis pas d'accord avec le concept. Voilà, donc j'ai cherché longtemps, c'est pour ça que j'ai refusé pendant des années. Et effectivement, cette année, on a eu notamment 2 Instagrammeuses importantes qui étaient Chloé Letellier et Jessica Bertola, et c'est beaucoup passé sur les réseaux. L'année dernière, on avait eu Claudia des FCE, ou c'était il y a 2 ans, je sais plus, 2 ans peut-être. Voilà, mais en fait, ce sont des filles que je rencontre. J'ai besoin de savoir que c'est des filles chouettes qui pourraient être... genre limite des copines dans la vie, qui ont un bon état d'esprit, des valeurs que je partage. Donc ça, c'est la première chose. Je vais pas travailler avec une pain-bêche qui se la raconte et qui exige de la gratuité, parce que ça m'est déjà arrivé. Je citerai pas de nom et je les ai refusées systématiquement. Non pas que je veux pas travailler avec elles, mais que par contre, il y a un prix. Par contre, pour les autres, j'ai en fait trouvé une solution qui, je pense, va dans le sens de tout le monde, et notamment, du coup, je vais peut-être le révéler là, parce que c'est vrai que on en a pas encore parlé, scoop, avec Chloé, par exemple. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait une robe chez une autre créatrice, qu'elle avait payée, hein, d'ailleurs, complètement payé son mariage, ses prestataires, tout. C'est juste que à une semaine du mariage, elle se rend compte que la robe ne lui va pas du tout. Enfin, en tout cas, voilà, elle n'est pas en adéquation avec cette pièce-là, une des différentes pièces qu'elle a fait faire, et il lui faut une robe d'urgence. Moi, je peux pas créer en une semaine, je suis très forte, mais pas à ce point-là. Du coup, voilà, on prend rendez-vous et on lui dit que si elle rentre dans une robe du showroom, on peut lui prêter. Donc déjà, on n'a pas fait de don, hein, on a prêté la robe. En contrepartie, cette robe, j'ai décidé de faire un win-win-win. C'est-à-dire que moi, je bénéficie de la visibilité que m'offre Chloé. Elle se marie dans la robe de ses rêves, parce qu'il se trouve qu'en plus, la robe correspondait trait pour trait à ce qu'elle avait en tête. Et on a décidé, donc elle est revenue en essayage ici, donc les filles peuvent évidemment la réessayer derrière. Et on va ensuite la vendre pour une association qui milite pour les femmes, parce que tu le sais, toi, je suis très engagée dans des tas d'associations différentes. Donc voilà, je ne vais pas encore dire quoi, parce qu'on n'a pas statué complètement sur l'association, mais en tout cas, ce sera une association qui milite pour les femmes. Donc l'idée, c'est que cette robe n'est pas gratuite, elle va avoir une autre vie, et l'argent de cette robe servira à une cause. Trop bien. Bon, ouais. Oui, on en avait déjà discuté, et c'est vrai que ça t'a posé beaucoup. On en a parlé de ça, et que c'était un vrai sujet pour toi. Oui, parce qu'il n'y a pas de légitimité à ce que certaines payent et pas d'autres. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de gratuité chez nous. Soit les Instagrammeuses, je les ai pas toutes citées d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y en a eu d'autres, mais elles les ont payées, leur robe, et c'est tout à leur honneur, et on est ravis d'avoir travaillé avec elles. Et soit effectivement, on met des partenariats en place, mais ce ne sont jamais des partenariats gratuits. Ce sont des partenariats qui ont une visée très humanitaire, enfin très humaine derrière, quoi. Voilà. Ouais. Très engagée. Donc c'était quand même très drôle d'avoir cette question en premier. Ouais, du coup, ouais.
va quand même rigoler. Alors, on a eu une question sur un des sujets que c'est abordé. Je suis Élise et j'adore son travail, mais on ne la voit jamais coudre. Ça aussi, ça nous a fait rire. Réalise-t-elle les robes ou les fait-elle faire à l'étranger comme beaucoup? Eh ben, moi, je dis merci pour la question. Pour plein de raisons. D'abord, ça prouve qu'on communique pas assez dessus. Et je vais te raconter un petit truc de quand je me suis lancée. En gros, j'ai eu comme retour, dès que j'ai voulu commencer un peu à communiquer, à structurer tout ça, j'ai eu comme retour de beaucoup de professionnels, que ce soit de la presse ou d'autres consoeurs ou d'autres métiers du mariage, m'ont dit, tu ne peux pas et faire toi-même, et faire dans des matériaux naturels, et être rentable. Ça n'est pas possible. Passer 35 robes, il faut passer sur de la production externalisée, et passer 50, il faut passer à l'international, sinon tu gagneras pas ta vie. Bon, donc je suis toujours pas milliardaire, ça c'est clair. Mais j'ai fait des choix, et mes choix à moi, c'est d'avoir une entreprise à taille humaine, raisonnable, avec des marges qui sont extrêmement diminuées. Mais par contre, j'ai toujours communiqué, c'est pour ça que ça me fait rire, sur le fait qu'on fait nous-mêmes. Donc si vous ne nous croyez pas, allez vous balader dans les stories à la une, il y en a plein. Je passe mon temps, il y a des réels aussi où on nous voit travailler. Alors c'est pas moi qui fais tout, parce que j'ai une petite équipe avec moi aujourd'hui, mais il y a une partie de broderie qui est toujours à ma charge. Je continue à confectionner les toiles en atelier quand on développe la collection, mais ce qui est sûr, c'est que chaque robe est faite à l'unité, sur mesure, tout le temps sur mesure, et ça c'est super important parce que en fait sur mesure c'est un espèce de mot bateau dégueulasse dans lequel on a mis plein de trucs pour vendre mieux. Et le sur mesure, ça veut dire de réaliser un patronage unique à usage unique. C'est juste ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que chez nous, chaque robe est réalisée sur mesure. Il n'y a pas deux fois le même patronage qui est utilisé pour deux clientes. Et oui, elles sont évidemment montées à la main, une, par chacune de nos couturières, modélistes, coupeuses, monteuses, brodeuses. Voilà. On a un vrai atelier. C'est écrit partout sur le site. On passe notre temps à l'asséner en permanence. Donc, on n'a pas assez, tu vois. Mais pas assez. Donc, on le redit, c'est nous à chaque fois. Et en plus, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, les ateliers sont visibles et on invite les clientes à venir regarder les petites mains travailler. Trop bien. Une autre question qui découle un peu de ce que tu viens de dire aussi. Petit budget et robes simples et épurées de créatrices sont-ils compatibles? Sinon, pourquoi? Alors, je vais répondre à cette question en commençant par le simple et épuré, parce que c'est un truc qui est beaucoup revenu depuis des années. Simple et épuré veut pas dire pas de travail. Et en fait, nous, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est de créer un patronage. Créer un patronage sur mesure pour une cliente, on va dire que c'est un bon 35-40% déjà du travail. Et ensuite, il y a effectivement la réalisation de la robe. Je parle sur une robe simple et épurée, comme ça a été souligné. Évidemment, c'est un pourcentage moindre quand il y a de la broderie, de la perlerie. Ça veut juste dire que plus effectivement il y a un travail de la main derrière sur la réalisation et plus les prix vont monter, mais que simple et épuré ne veut pas dire pas cher. Et à partir du moment où on fait appel à un créateur, et attention, on va revenir sur créateur, parce que quand j'entends, comme le disent beaucoup de personnes, ça me fait sourire parce que je suis contente aussi qu'on pose cette question. Oui, faites attention, il y a plein de créatrices, je mets plein de guillemets là-dedans, qui, alors elles sont pas créatrices, hein, c'est juste que c'est pas fait en France. Et derrière le mot créateur ou derrière le mot sur mesure, on s'attend à une prestation qui est souvent pas le cas. Surtout ce qui est manufacturé à l'étranger, c'est pas très compliqué. Quand vous faites vos essayages, regardez l'intérieur. Si c'est un créateur, il n'y a pas d'étiquette. Et parce que nous, on met pas d'étiquette dans nos prototypes parce que ça n'a aucun sens vu que c'est pour nous. Par contre, du moment où c'est manufacturé à l'international ou même en France, il y aura une étiquette avec la composition, avec le lieu de fabrication, etc. Donc ça, c'est pas très compliqué à vérifier en fait. Un créateur comme on l'entend, comme nous, qui fabriquons tout de A à Z, il n'y a pas d'étiquette parce que on fabrique en prototype unique et qu'on n'a pas besoin de mettre d'étiquette dans nos produits et que la loi ne nous y oblige pas de toute façon. Donc nous, par exemple, on donne des petites fiches cartonnées sur lesquelles on écrit comment prendre soin de sa robe, quelle est la composition des matières, etc. On rajoute même qui l'a fabriqué, voilà. Mais ça, l'étiquette, c'est vraiment facile de savoir et simple et épuré. On peut pas, en fait, mais c'est une histoire d'éducation du grand public. Le prêt-à-porter a vraiment faussé la donne. Si on croit qu'un t-shirt à 3 €, c'est un prix normal, alors oui, effectivement, une robe de mariée à partir de 3 000 €, c'est un prix démentiel. Alors, voilà, il y a aucun jugement de valeur sur le prix de la robe. Simplement, à partir du moment où on est fabriqué en France dans des matières naturelles à l'unité sur un patronage unique, ça ne peut pas coûter 200 €, ça n'est pas possible. Voilà. Donc j'espère que je réponds un peu à la question, mais c'est vrai que ça aussi, on l'a écrit sur le site partout sur la foire aux questions pour pas créer de frustration. Il y a d'autres méthodes pour avoir des robes de créateurs, que ce soit de la seconde main ou que ce soit du déstockage de pièces via certains revendeurs. Nous aussi, on a notre propre zone de déstockage. Mais c'est sûr qu'une robe créée à l'unité pour une cliente,
ça ne peut pas coûter en dessous de 2500 €, on va dire, sur les petites structures qui ont moins de charges. Du coup, sur une robe civile, ça commence à ces prix-là, du coup, chez toi ? Non, sur les robes civiles, donc là, on fabrique toujours nous-mêmes en slow fashion, mais par contre, on a des patronages qui ne sont pas refaits pour les clients, c'est-à-dire qu'on utilise notre gradation du 34 au 48, je crois. Et donc là, les prix commencent, je les ai plus en tête, mais je crois que c'est à partir de 300 € pour un petit haut, et on a des premières robes à 650 €, je crois. Alors, slow fashion, pour les gens qui connaissent pas. Slow fashion, c'est un... Tu sais, tu dis, je suis une meuf cool et drôle, mais en fait, la nana est hyper sérieuse dans ses réponses. T'inquiète, ça va venir. Ok. La slow fashion. Bah oui, mais t'es sérieuse parce qu'on parle boulot. Bah ouais, c'est ça. Moi, quand tu parles boulot, je suis très sérieuse. La slow fashion, c'est un engagement qu'on prend de ne produire qu'à la demande. Le mass market ou la fast fashion. La fast fashion, ça veut dire je vais produire 10 000 pièces de tel produit et puis je vais les écouler du coup à très bas prix parce qu'elles vont être faites à la chaîne. Et puis si j'ai trop de stock, soit je le jette, ce qui arrive très souvent quand même, soit je l'écoule. Voilà. Nous, la slow fashion, c'est-à-dire qu'on ne fabrique qu'à la demande et ça veut même dire dans notre cas qu'on ne stocke les tissus qu'à la demande. C'est-à-dire que je ne commande que ce dont j'ai besoin en tissu. Ce qui explique aussi qu'il y a des temps d'attente parfois sur des commandes de tissus, surtout en post-Covid, où on a eu des temps de fabrication chez les fournisseurs qui n'ont eux-mêmes plus de stock, qui peuvent aller jusqu'à 7-8 mois pour la confection d'un tissu. Donc généralement, moi, je stocke en début de saison ce dont je sais que je vais avoir besoin, parce que maintenant, au bout de presque 10 ans, on est habitué, on sait ce qui va être écoulé dans l'année. Voilà, mais pour les commandes très particulières, en tout cas, on a besoin de temps. Mais voilà, la slow fashion, ça veut dire ne produire qu'à la demande. Donc là, on va aller sur un sujet qui te tient à cœur aussi, donc l'éco-responsabilité. Ouais. Donc ça en fait partie, j'imagine. Ça en fait partie de toute la charte éco-responsable et éthique qu'on a mise en place, que j'ai vraiment mise en place dès le début. En fait, moi, je suis quelqu'un de très éco-sensible depuis le début, éco-féministe aussi. Et du coup, je ne me voyais pas créer une entreprise qui ne consomme pas comme moi je consommais. Or, l'entreprise textile, c'est une des plus grosses entreprises polluantes du monde. Et il n'était pas question de participer à ce grand massacre planétaire. Donc voilà, nous, on a mis en place, en tout cas, on travaille que avec des fournisseurs, enfin pratiquement que avec des fournisseurs français. On a 2-3 fournisseurs italiens, mais on fait très attention aussi à l'impact carbone. Du coup, Milan, Bordeaux, puisque c'est à Bordeaux que tout se passe pour le montage, ou Lyon, Calais, Grenoble, Bordeaux, c'est à peu près les mêmes distances. Donc c'est pour ça qu'on s'est autorisé 2-3 exceptions italiennes. C'est important aussi pour nous de valoriser les savoir-faire. Donc on travaille avec les maîtres artisans d'art, les artisans d'art et surtout les entreprises du patrimoine vivant, les EPV. On travaille avec des matières naturelles pour éviter au maximum les solvants, parce que le plastique, c'est très polluant et que tout ce qui est polyester, c'est forcément polluant. On a du polyester dans les collections civiles, mais ce sont des polyesters recyclés, labellisés Ecotex et fabriqués en France. Donc, on est sur une charte de responsabilité, c'est très, très important. Sur les couleurs, c'est pareil, on travaille pas de blanc optique, qui est hyper polluant pour les nappes phréatiques, parce que ça nécessite des bains d'eau de javel. Donc, on va travailler un blanc qui est beaucoup plus neutre, qu'on appelle le blanc soie, nous, dans notre jargon de mode. Voilà, on a des brodeuses intégrées pour toujours la transmission des savoir-faire. Et puis on allait un petit peu plus loin. Les catalogues, ils sont imprimés à Bordeaux, ils sont livrés à vélo. C'est pas du Vistaprint. Les portants sont fabriqués par un artisan local. En fait, vraiment à tous les étages, à tous les niveaux, on a essayé de faire fabriquer travailler un tissage, un maillage économique local au maximum et sinon français. Je groupe mes commandes. Toutes les chutes de tissus qui sont générées par l'atelier, parce qu'elles sont quand même nombreuses, sont ensuite redistribuées. On fait ce qu'on appelle de l'upcycling. Donc, c'est redistribué dans les écoles ou auprès des créateurs locaux qui vont pouvoir les teindre, parce que c'est naturel, ça se teint très bien. Là encore, avec des teintures naturelles. Je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure. Mais voilà, on a été labellisé maître artisan d'art et surtout, on a eu le premier prix de l'artisanat éco-responsable engagé en Aquitaine l'année dernière. Au-delà de la fierté de ce qu'on a mis en place, c'est surtout de dire aux futures générations, et moi j'interviens pas mal dans les écoles aussi pour ça, on peut réinventer la mode autrement. Voilà, on peut être responsable et faire les choses bien, mais les faire c'est hyper beau et c'est responsable. Belle baseline. Donc tu parlais de ton côté féministe. Donc déjà, il y a 2 questions. Est-ce que tu es seule à la tête de la boîte? Et la deuxième, c'est combien vous êtes dans l'équipe et qui fait quoi? Parce que tu en as parlé un petit peu, mais comment ça marche? Ok, donc je l'ai montée toute seule, cette boîte. Ensuite, j'ai mon ex-conjoint qui m'avait rejoint pendant quelques années pour effectivement m'accompagner sur le développement et qui a quitté l'entreprise et moi en passant il y a 2 ans. Ça fait maintenant 1 an que je suis à nouveau entièrement seule à la tête de l'entreprise et en fait, je vais beaucoup mieux comme ça.
Je crois qu'aussi dans mon engagement féministe, malgré tout, il y a eu ce moment où t'as un complexe de l'imposteur et comme t'es une femme et que c'est compliqué d'aller négocier des crédits, d'aller te défendre auprès de ton comptable, de ton notaire, enfin tout ça, ça a été effectivement simplifié. Ça fait vraiment mal de le dire, mais ça a été simplifié parce que j'avais un homme à mes côtés. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir un homme à mes côtés. J'ai embrassé ce truc-là entièrement. Au niveau stylistique aussi, lui, il me mettait beaucoup des challenges financiers. Et moi, j'avais envie de m'amuser et de faire ce qui me ressemblait. Et il y a eu 2 moments, on en reparlera peut-être, entre un rebranding et un moment où je me suis réapproprié vraiment mon style. Mais le fait de plus avoir d'hommes à côté de moi enfin, ça m'a vraiment libérée sur le style que j'ai et que je voulais assumer, en fait. Voilà. Et donc, du coup, je suis une femme, chef d'entreprise, solo, à la tête d'une dizaine d'employés sur 2 structures. Donc, on a une structure à Paris sur laquelle il y a une technicienne grand flou et une responsable de showroom. Alors, qu'est-ce que c'est, technicienne grand flou? Une technicienne grand flou. J'adore découvrir des nouveaux métiers, moi. Pour vulgariser, c'est celle qui est à la machine à coudre. Okay. Et ce qu'on va appeler le grand flou, c'est les robes. En gros, t'as la partie tailleur, c'est tout ce qui est les vestes et les pantalons. Et toute la partie grand flou, c'est les robes, les jupes, voilà. D'accord, on peut pas utiliser des mots normaux. Genre, dans notre jargon de couturier, c'est le grand flou. Donc nous, on a que des techniciennes qui sont spécialisées grand flou. Donc on a une technicienne grand flou qui est à Paris et une responsable de showroom qui me supplée pour les essayages quand je ne suis pas là. Et ensuite, à Bordeaux, on a une autre responsable de showroom et on a une responsable de communication. Et ensuite, dans l'atelier, on a une première d'atelier qui est aussi notre modéliste et notre coupeuse. On a une brodeuse d'art spécialisée en technique Lunéville. Ça, c'est très rare, donc on est très fiers d'avoir intégré du Lunéville dans nos savoir-faire depuis quelques années. Et puis, on a aussi 2 techniciennes grand flou. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque robe est faite par un peu chacune d'entre elles. Parce que chacune va apporter un savoir-faire différent à des moments différents de l'élaboration de la robe et du temps des essayages. Ok, il y a eu une question aussi. Raconte la pire des robes que tu as dû faire et celle qui t'a rempli le plus de fierté. Bon, sur la première, c'est facile. Mais du coup, j'espère qu'elle écoutera jamais ce podcast. Parce que du coup, j'ai un peu mal pour elle. Parce que moi, j'aime profondément les gens, donc j'aime pas faire du mal. Mais du coup, je vais le recontextualiser. On est au tout début de l'aventure. À l'époque, je fais la seule et unique fois de ma vie où j'ai fait un salon du mariage. Atroce! C'est la foire au jambon pour ceux qui connaissent pas encore bien les salons du mariage grand public. Détesté ce truc-là. Du coup, j'ai eu la clientèle que je méritais, hein. Et voilà. Et comme à l'époque, je savais pas dire non et que je confondais encore, il faut remplir les caisses parce que sinon on n'existera plus dans 6 mois versus tant pis, on va manger des patates pendant 1 an, mais au moins on va établir une clientèle, on en prend moins, mais on le fait mieux. Bref, j'avais pas de stratégie, donc et puis la fille, je l'aimais beaucoup, elle m'a beaucoup touchée, donc je l'ai fait ce qu'elle a voulu. C'était une catastrophe. Mais c'était une catastrophe. Hein. C'était des kilomètres de jupons, de tulle asymétriques. Il y avait du rouge dans la robe avec du blanc et des plumetis. Il y avait un bustier alors que la fille, elle devait faire 1m45 cubes. Donc, c'était pas du tout le genre de morpho qu'il lui aurait fallu. Attention, quand je dis ça, je suis une ancienne obèse, je n'ai pas de problème avec le surpoids et j'adore habiller les filles de toute morphologie. Mais ce qui est important dans mon métier, c'est aussi de savoir aiguiller, accompagner chaque femme et chaque corps selon ses envies et ce qui va la mettre le plus en valeur. Bon, ce jour-là, j'ai juste répondu à une envie. Je n'ai pas du tout donné mon avis et c'était... Mais alors, elle était super contente, hein. C'était la robe de sa vie. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas de jugement, hein. Mais c'était absolument ce qu'il ne lui fallait pas. C'était moche. Et ce que toi, tu n'aimes pas faire. Donc j'aimais pas du tout. J'ai pas aimé faire ce truc-là. Après, ça a été un espèce d'électrochoc. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu la robe sortie, j'ai dit plus jamais de ma vie. Donc, les salons, c'est terminé. Dire oui, c'est terminé. Et puis, on va monter une collection, parce que j'en avais pas à l'époque. Et on va donner une direction artistique. Et on va dire, voilà, si ça sort de la direction artistique, si c'est pas dans le même univers, dans le même engagement, moi, j'y vais pas. Et je donnerai d'autres noms de d'autres personnes qui seront ravies de faire ça très bien, mais qui ne seront pas moi, en fait. Celle dont j'ai été le plus fière, alors là, je sais pas, parce qu'il y en a tellement, je sais pas. En fait, ce qui me vient là spontanément, c'est plus que c'est sûr que si on est tout à fait honnête, on a une clientèle qui a des moyens. Et de temps en temps, ça arrive. Et du coup, c'est la première que j'ai en tête.
qui est venu me rencontrer et voilà, on était sur un corps qui était un petit peu moins facile à habiller, avec une personne qui avait une image d'elle-même qui était très très compliquée, elle se détestait, elle fuyait les miroirs, voilà, donc on avait en plus une grosse dichotomie même entre qui elle était et comment elle se percevait, puis en plus elle venait d'accoucher il y a pas longtemps, enfin bon, c'était hyper compliqué. Et puis voilà, c'est ce genre de personne qui a un peu moins les budgets, qui du coup on a essayé que des bustiers choucroute en polyester et c'était tout ce qu'il lui fallait pas, donc elle se ressemblait à une espèce de meringue, enfin bon, il y avait rien qui allait, donc elle arrivait pas et on était arrivé à un stade où elle s'est dit moi je vais même pas me marier quoi. C'est même plus une histoire d'Europe, c'est que je vais pas être une jolie mariée, je me projette pas en mariée, voilà. Donc on a beaucoup échangé, on a pris beaucoup de temps, il y a beaucoup de douceur toujours, c'est très important. On a travaillé avec des toiles et je lui ai dit laisse-moi faire, dis-moi les choses importantes, mais pour le reste laisse-moi te faire une proposition et puis si ça va pas on fera autre chose. Et la fierté ça a été quand la robe a été finie et qu'elle s'est retrouvée face au miroir en larmes parce qu'elle m'a dit je suis belle. Alors, il y en a eu plein d'autres, hein, des fois comme ça après. Je pense que ça, c'est la plus grosse récompense de notre métier. C'est qu'une femme qui ne s'aime pas, tout à coup, se trouve jolie et elle n'a pas eu besoin de faire de régime, elle n'a pas eu besoin de se changer. C'est juste nous qui avons travaillé. En fonction de son en fonction d'elle. Et je pensais à elle aussi parce que je parlais d'argent au début. Sa maman était là lors du premier essayage, était très émue. Et elle a dit à sa fille, on refera pas la salle de bain cette année, on va t'offrir la robe de tes rêves. Et moi, ça m'avait ému aux larmes de voir l'engagement de cette maman et de mettre en perspective aussi que c'était la salle de bain ou la robe quoi. Oui. Du coup, on n'a pas le droit de se louper, c'est-à-dire que quand on a entendu ça, la pression elle est wouhou, donc on va te faire le truc de l'espace, tu vas être trop trop belle meuf. C'est clair. J'ai plein de questions qui sont venues, qui sont reparties du coup, mais il y en a une, c'est raconte-moi un petit peu l'expérience client que tu offres à tes clientes. Voilà, comment ça commence quand on travaille avec toi et comment ça finit. Parce qu'en fait, à tes clientes ou tes clients, on va en parler. On a eu quand même un client en commun, mais je te laisse raconter. On parle de Jacob après du coup. Ouais, on parle de l'expérience client avant. Ouais. L'expérience client. Écoute, ça se passe beaucoup sur le début, c'est une prise de rendez-vous, ce qu'on appelle une prospection, nous dans notre jargon. Ça dure en fonction de quand tu prends le rendez-vous, entre 1h30 et 2h. Ça peut durer beaucoup plus s'il y a personne. Moi, j'ai déjà fait des rendez-vous, on s'est fait livrer les pizzas. Ça faisait 5 heures qu'on y était. Hein, donc, mais c'est sûr que si tu prends un rendez-vous un samedi entre septembre et février, mais ça va être 1h30, quoi. En gros, il y a trop de monde, on peut pas faire mieux, voilà. On tient absolument à ce que les rendez-vous soient uniques, donc il y a qu'une seule personne à la fois et on peut pas accorder plus qu'1h30 sur les temps où ce sont des temps forts de prospection. Donc du coup, je conseille à toutes celles qui écoutent de prendre en semaine, de prendre le soir, de prendre sur la pause déjeuner ou de s'y prendre vraiment suffisamment à l'avance pour arriver au printemps quand on est juste nous en train de livrer les robes et qu'il n'y a plus beaucoup de prospection et du coup on peut vous accorder les 3 heures, 4 heures, ce dont vous avez besoin. Donc la première chose, c'est une prospection. Alors ça les déroute beaucoup parce que souvent dans les prospections, c'est vous avez un catalogue, vous avez 6 robes, vous les essayez, c'est comme ça que ça se passe, c'est moi qui décide. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Pendant 20 minutes, on n'essaye pas de robe, on papote. On vous raconte comment on travaille, quel est l'engagement éthique et co-responsable qu'on y met. Et du coup, on vous raconte aussi tous les possibles. C'est-à-dire qu'une robe, c'est pas forcément celle que tu as essayée, mais ça peut être le haut de l'une, le bas de l'autre, la matière de la 3e, la dentelle de la 4e, la ceinture de la 5e. Et puis moi, je voudrais rajouter des manches que j'ai pas vues dans votre showroom, mais je vous les décris, elles seraient comme ci, comme ça. Donc on peut complètement venir recomposer sa pièce à partir des différentes pièces qui existent. Donc c'est ce qu'on appelle le mix and match. Choisir une robe de la collection qui sera de toute façon réalisée sur mesure ou faire une pièce unique. La pièce unique, c'est encore différent, ça nécessite mon intervention. Donc là, c'est souvent dans un deuxième temps, je vais venir et on va prendre du temps et je vais faire un croquis et on va élaborer des toiles, voilà. C'est un peu plus rare parce qu'on a quand même un choix assez important qui nous permet de faire beaucoup de mix and match. Et en gros, à la fin, c'est une pièce unique, sauf qu'on est parti de patronage existence qui nous permet, en toute honnêteté, nous, de garder les mêmes coûts que les coûts de la collection. Une fois qu'on a décidé de sa pièce, on va donc avec ou sans croquis, ça dépend des formules, on va donc faire une prise de mesure. Là encore, on va s'adapter. Si on sait que le corps ne va pas bouger, la prise de mesure est faite immédiatement à la signature du contrat. On pose toujours les questions au début. Est-ce qu'il y a un régime, une opération, quelque chose qui va modifier le corps, une grossesse, un allaitement dans les prochains mois? Et on va adapter ensuite notre temps de confection à... ça sert à rien, en fait, de travailler une robe sur un 42 si, in fine, c'est un 38, quoi. Parce que nous, on va perdre du temps, la matière, on va l'abîmer. Donc, on préfère commencer à travailler plus tard, mais mieux.
Donc, on accompagne tous les cas de figure. C'est aussi ça l'avantage du sur-mesure. Par contre, il faut nous le dire tout de suite, qu'on puisse, nous, s'organiser, parce que c'est très militaire, un atelier. Hein. Il faut vraiment qu'on casse tout le monde dans des toutes petites cases. Voilà, donc on va mettre en place le planning des rendez-vous en fonction de changements ou pas morphologiques. Et ensuite, en fonction de la formule, on va se voir entre 3 et 6 fois. Donc, si c'est une pièce de collection ou un mix and match, c'est 3 fois. Première fois, la robe arrive soit partiellement en toile, soit entièrement en tissu, mais sans les doublures, sans les finitions. C'est juste pour vérifier, d'abord que c'est ce que vous aviez demandé, l'aplomb du vêtement, et puis personne n'est vraiment symétrique, donc on va toujours avoir des petites retouches à faire sur les scolioses, les différences de taille d'épaule, un bassin qui serait pas extrêmement droit. Donc nous, on vient rectifier en fait à l'épingle pour donner l'illusion du droit. Au deuxième rendez-vous, toutes les doublures seront posées, une grosse partie des broderies, s'il y en a, seront faites. Il nous manquera en gros l'ourlet et la fermeture. Donc milieu dos, côté, en fonction. C'est le moment où on vous demande de plus trop bouger. Là, on est grosso modo à 3 mois du mariage, puisque nous, on livre 1 mois avant le mariage. Et le dernier essayage, on découvre la robe entièrement finie. Et là, on fait intervenir les accompagnatrices en cabine pour faire la transmission des gestes. Comment ouvrir la housse sans accrocher la robe, comment la mettre sur la mariée. On prend aussi compte du photographe. Donc, ne vous stressez pas, prévoyez franchement 20 minutes, même si en vrai, en 2, c'est fait. Mettez bouton par bouton ou le zip, montez-le doucement, parce que le photographe, il va aimer prendre le temps de ces photos qui sont... Enfin, pour moi, c'est mes préférés, les photos de préparatifs. Voilà, donc on fait toute cette transmission, il y a plein de choses à savoir. N'ayez pas du vrai vernis angle de couleur, ça va se déposer sur la soie, ça va faire une trace. On évite le rouge à lèvres aussi. Si jamais il y a une tache, comment on la détache. Enfin, voilà, on leur donne tout un petit pense-bête. Ne mettez pas de soutif le matin si vous avez un grand dos nu, parce que vous allez avoir une grosse barre dans le dos pendant toute la cérémonie, ça va être raté. Pas de chaussettes non plus si la robe est asymétrique, c'est très très moche. Même sur les photos, c'est pas très heureux d'ailleurs. Enfin, voilà, on leur donne toutes les astuces, on explique s'il y a un soutien-gorge back to glam, par exemple, comment mettre le back to glam. En gros, on décharge la mariée de cette charge mentale-là. Le jour J, ses copines le savent, non pas parce qu'elles nous ont vu le faire, mais parce qu'on leur a fait faire en cabine. Et elles se sont entraînées et ça désacralise aussi un peu la robe, parce que généralement, elles ont très peur de la toucher. Et en fait, la soie et les montages qu'on utilise, nous, sont extrêmement résistants, donc il n'y a pas à avoir peur. Maintenant, on va vous donner les techniques et comme ça, voilà, tout le monde est rassuré. Après, pour la pièce unique, il y a 6 rendez-vous parce qu'il y a 2 à 3 essayages en prototype toile de coton où on va venir chercher les volumes, chercher les détails et en parallèle, on vient chercher les tissus. Donc là, il y a vraiment, c'est un travail, c'est comme une partition que tu écrirais à 4 mains, voire 6, parce que je le fais avec ma première d'atelier aussi, où on va vraiment venir détail par détail peaufiner jusque... voilà. Donc la pièce unique, c'est un autre travail. Et à partir du 3e rendez-vous, ça retombe à peu près sur la même chose. C'est pour ça qu'on demande un minimum d'1 an à l'avance sur une pièce unique. Je sais plus si tu l'as dit, j'ai un doute. Toi, tu fais encore des rendez-vous ? Je fais très peu de rendez-vous de prospection. En gros, je remplace mes vendeuses quand elles sont en congé ou de mariage sur les samedis ou en semaine. Et généralement, on me voit un peu en juillet, si ma vendeuse a pris ses vacances en juillet. Mais je fais très peu de rendez-vous de prospection, sauf les pièces uniques, parce qu'en vrai, j'ai plus le temps. J'ai repris toute la gestion. Le marketing, c'est moi. La gestion, c'est moi. La communication, c'est moi. C'est beaucoup du travail. Et puis, toute la partie direction artistique et stylistique, c'est moi aussi. Prospection des tissus, tout ça. Donc, non, j'ai pas trop le temps de faire les prospections. En revanche, une fois que la robe est lancée, si vous êtes à Bordeaux, il y a 9 chances sur 10 pour que vous me voyiez débarquer au cours de l'essayage sur la partie technique, en fait. Et à Paris, ça dépend quand je suis là, 1 semaine sur 2. Donc, j'interviens quand je suis là. Voilà. C'est rare que les mariés repartent sans m'avoir vu. Parce que je pense que c'est une question qui revient souvent. C'est assez rare, ouais. Parlons de Jacob maintenant. Jacob. Jacob, c'est une histoire qui me tient énormément à cœur. Toi, tu le sais, j'en parle pas sur les réseaux parce que c'est pas le lieu, enfin, je sais pas si c'est le lieu ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça, c'est pas directement en lien avec mon métier, donc voilà, c'était plus de l'ordre de la sphère privée, mais je fais partie de la communauté LGBTQIA, ma fille aussi, je l'ai toujours été, je suis militante aussi, mais c'est vrai que je m'expose pas là-dessus, et étonnamment, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai beaucoup de clientèle LGBTQIA qui m'a retrouvé ces dernières années, qui est passé par moi. Et Jacob, c'était vraiment, enfin, c'était pas possible que ce soit pas moi. Et je pense qu'il a senti que c'était pas possible que ce soit pas moi. Mais je saurais même pas te dire comment, parce que en plus, moi, je ne l'ai pas rencontré. C'est-à-dire que c'est un client parisien et ça s'est fait, j'étais pas là. Donc, pour que les gens comprennent, nous avons rencontré Laurine en octobre, alors que je te dise pas de bêtises, 2021. Je veux pas dire des bêtises non plus. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je pense. Qui donc est en couple avec une femme.
On a un projet de bébé, donc on met un peu en stand-by la robe à plus tard. Et on choisit en plus, elle choisit une robe qui est extrêmement sexy. Genre toute transparente, c'était la robe Sarah pour ceux qui ont la rêve, toute en transparence en tulle avec des incrustations de broderie qui cachent juste le haut du torse, donc la poitrine, mais genre c'est vraiment subtil comme des fleurs qui couleraient. Donc on est vraiment sur un truc très très sexy. Et puis Laurine donc revient comme c'était prévu en octobre pour faire ses mesures. Donc le mariage est en février, donc on a quelques mois à peine pour faire la robe, mais une fois de plus c'est organisé, donc on le sait, il y a pas de problème. Puis on est hors saison, c'est pas très difficile. Sauf que Laurine est en transition. À l'époque, on n'est pas encore sur Jacob, on n'est pas non plus sur un masculin, on est sur un Yel. Et par contre, il y a eu déjà une ablation de la poitrine partielle. Il y aura une fin d'ablation en fin d'année. Donc comprendre, il a fallu qu'on travaille dans l'urgence. Et surtout, quand Yel revient, parce qu'à l'époque, ça n'est pas encore Jacob, je évidemment le prends tout de suite au téléphone pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on est gender fluide et que tu as envie de garder cette robe, feu, et moi ça me va très bien. Maintenant, si tu as un projet qui a évolué autant que ton projet personnel de vie a évolué, de quoi tu as vraiment envie? Genre, ose me dire ce dont tu as envie. Et en fait, elle avait envie d'un pantalon de costume avec une veste de costume, très mec, parce qu'on était sur un velours côtelé vert olive. Mais par contre, de garder le haut de la robe monté en body, sur quelque chose de très fluide, effectivement, avec un décode qui était un peu cassé. Et on était sur une transition qui était en début d'amorce, donc il n'y avait pas encore les médicaments, donc la voix était toujours là. Il y avait plus de poitrine, mais le corps se dessinait avec de la musculation, mais pas encore avec de la testostérone. Tout ça, c'est des sujets que je maîtrise hyper bien, que je connais hyper bien. Moi, en plus, je regarde beaucoup, je m'informe énormément, que ce soit par podcast. J'avais évidemment suivi, que ce soit les podcasts ou les vidéos de Océan. Donc, c'est des sujets que je connais. Donc, je pense que en plus, Jacob m'a dit tout de suite, on est dans une safe place. On parle la même langue, tu comprends, tu sais, t'anticipes. Donc ça a été vraiment un travail de super dernière minute où on s'est improvisé tailleur pour homme. Ouais, en plus. En plus, oui, voilà. Alors, je connais l'histoire parce que, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est un marié qu'on a en commun. En commun, ouais. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Alors, il y a eu aussi les discussions que j'ai pu avoir avec Clémentine Marchal, mais voilà, on s'est connus sur ce sujet et c'est quand même un super beau sujet. Ouais, c'était un très beau sujet. Moi, j'ai été très émue d'accompagner Jacob, de sa confiance, parce que bon, toi, tu le sais, hein, il a quand même eu son costume la veille. Hein, c'est comme ça que ça s'est terminé. Alors ça a été complètement indépendamment de notre volonté. On a eu la mauvaise idée de vouloir s'associer à un tailleur pour homme parce qu'on a estimé que c'était pas nos compétences et qu'on voulait que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse une partie et nous l'autre partie. Voilà, ne jamais. Voilà, bref. Bref, trouver un tissu 9 jours avant le mariage, s'improviser tailleur pour homme, tout ça. Et la petite surprise que j'avais réservée à Jacob, qui entre-temps avait trouvé son nom de Jacob, on genrait au masculin à partir de ce moment-là, c'est de lui écrire ses nouvelles initiales dans l'intérieur de la poche de sa veste. Mais ça, je ne lui avais pas dit. Je lui ai gardé la surprise pour la dernière minute et c'était la première fois que quelque part était écrit son nom. Waouh, je savais pas cette histoire. C'est vrai? Non. Ouais. Ah ouais, c'est beau. Ouais, c'était très important. Et voilà. Et après, c'est comme ça, c'est parce que je suis habituée. Mais c'est vrai que moi, je ne mégenre pas. Ou en tout cas, si je mégenre, je me reprends tout de suite. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est compliqué quand tu as été habituée de te déshabituer. Mais après, pour moi, c'était assez facile parce qu'en fait, je n'ai pas connu Laurine. En gros, je n'ai connu que Jacob. Ouais. Je l'ai connu en Yel quelques semaines, très, très rapidement. Et puis après, moi, je n'ai connu que Jacob. Donc finalement, pour moi, c'était pas un exercice très compliqué à mettre en place. Oui, alors que pour moi, c'était plus compliqué. Ouais, c'est logique. Parce que j'ai connu les deux. Autrement. Ouais. Et puis, je devais gérer aussi tous les discours. Voilà, moi je vais pas mentir, j'ai eu très peur de mégenrer pendant la cérémonie. Alors après tout est écrit, donc c'était ça ne s'est pas passé, mais c'est quand même difficile quoi comme sujet, mais c'était tellement beau. Ouais, ouais, franchement. C'est clair. Tu vois, j'aurais pu citer Jacob dans la pièce dont j'étais la plus fière. Mais comme c'était le mot robe qui est sorti, j'ai pas pensé à Jacob. Mais je pense que, ouais, en fait, je pense que cette fierté-là, elle était là aussi, ouais. On n'est pas à l'abri de voir des costumes. Il y en a Non, il y en aura pas. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Non, il y aura des costumes pour femmes, on en a fait. Ouais. Des tailleurs pour femmes, parce que c'est vraiment pas les mêmes. Voilà. Après, si on est sur d'autres sujets un peu particuliers comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai un tailleur avec qui je travaille que je pourrais orienter parce qu'effectivement, la particularité en plus de Jacob, c'est qu'on avait encore
des lignes. Alors là, c'est vraiment une histoire de modélisme, hein, mais on avait encore des lignes de corps avec des hanches, donc qui sont des attributs féminins, mais avec des épaules qui étaient un attribut plus masculin. Donc en fait, c'était bien que ce soit nous qui ayons pris en charge la fabrication de ce costume. Si demain, et d'ailleurs on peut rebondir dessus, l'article est sorti ce matin sur le blog de Madame C, on fait un costume comme on a fait avec Faubourg Saint-Sulpice, un costume gender fluide. Là, on a travaillé à deux mains, où j'ai fait le kilt, il a fait la veste. S'il avait s'agi d'un mannequin trans, j'aurais fait une partie du modélisme parce que nous, on connaît les passages de pince de hanche et de poitrine notamment. Si on était sur une transition non finie ou pas de débarré, ou il y a des gens qui transitionnent mais qui gardent leurs attributs à certains endroits. Enfin, là, on a besoin une double compétence de modéliste. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un tailleur homme et de mon tailleur flou à moi. Voilà. Ok, dernière question avant de passer à celle que je t'ai pas envoyée. Du coup, je t'ai rien envoyé à toi, mais bon, voilà. Les gars, on est en roue libre complet, quoi. On est en roue libre, mais franchement, c'est les épisodes que je préfère. Comment t'as fait? Parce que quand tu t'es lancée, t'étais quand même un peu dans ce qui se faisait. Ce que tu disais aussi un petit peu tout à l'heure, de vouloir faire un petit peu ce qui existe et pas forcément être toi-même. Comment t'as fait justement ce rebranding, ce changement d'identité, ce changement d'orientation? En fait, quand je me suis lancée, donc je t'ai dit, j'avais pas de collection, j'avais pas de style. Parce que je proposais pas, en fait. Je n'assumais pas de proposer. Je me mettais au service d'eux. Et puis, j'ai fait un shooting que j'ai envoyé à des blogueuses qui étaient forcément toutes parisiennes à l'époque, dont une m'a bien renvoyé dans mes, je ne sais plus comment on dit. Je retrouve pas non plus. En tout cas, qui m'a bien envoyé bouler en me disant, mais en gros, vous n'êtes pas parisienne, je vois même pas pourquoi on vous publierait, et puis de toute façon, vous faites pas du bohème. Donc, très bien. Voilà. Merci. Bah, du coup, j'ai fait du bohème. Ça a été le premier rebranding, parce qu'il y en a eu plusieurs, où du coup, on s'est dit, bon, bah, écoute, voilà, de toute façon, on n'a pas tellement de choix. Si on veut vendre, il va falloir faire ce qui se fait. Donc, on va faire du bohème. On va carrément appeler la collection Bohème Chic. Comme ça, au niveau des moteurs de recherche, on va pas trop se faire suer, si tu veux. Donc, voilà, on a fait ça. Du coup, ça a hyper bien marché, hein. C'est très, très clair. Sauf que c'était pas moi. Et en fait, mais c'est arrivé assez rapidement. J'ai une mariée qui s'appelle Céline, qui a donné son nom à la robe Céline, d'ailleurs, qui est connue aujourd'hui sous le nom de Plume Paris, qui a sa propre marque, qui est très chouette. Et Céline m'a demandé de confectionner une robe en perles entièrement, parce qu'en fait, on se connaissait dans la vie et qu'elle savait que j'étais pas du tout bohème, quoi, en fait. Et que j'avais ce côté, moi, j'ai grandi aux États-Unis, perles, les paillettes, les strass, machin, c'est mon truc. Moi, glamour, red carpet, c'est vraiment mon machin, quoi. Et donc, du coup, elle m'a donné l'opportunité de faire cette robe-là. Et en fait, ça m'a tellement plu de dire, en fait, fuck, quoi. Je vais pas faire des trucs sur lesquels on m'attend. Alors, j'ai fait une transition un peu douce, hein, mais j'ai commencé à faire une capsule couture dans laquelle je mettais plus que de la perle. Je pense, franchement, je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'à l'époque où je le fais, je suis la seule. Je pense qu'en 2019, quand je sors des perles partout, des paillettes, des strass, franchement, je pense qu'il y a personne qui le fait. On est encore super dans le bohème. On est encore aujourd'hui, hein, parce que si je regarde sur Pinterest, mes photos les plus téléchargées 180 fois par jour, c'est les robes bohèmes d'il y a une dizaine d'années, quoi. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et je fais pas ce métier pour... En fait, j'ai besoin de trouver du plaisir, quoi. De me réinventer, de faire des choses qui me plaisent. Moi, j'ai envie que mes robes de mariée... Bah, t'as compris, hein, le mariage, j'ai appris à l'aimer. Et aujourd'hui, on est hyper réconciliés. Je suis très touchée par les histoires des autres. Mais moi, je me projette pas dans cette histoire-là. Du coup, je pense pas tant au mariage que à la femme que je vais habiller. Et surtout, je me dis, faut que ce soit une robe. Waouh! Une robe que tu pourrais voir sur un tapis rouge. Sauf qu'elle est blanche. Donc, je vais y mettre toute ma technique, toute la créativité, mais le côté glamour. On est des femmes modernes, on s'assume. Souvent, c'est des femmes qui se payent leurs robes et du coup, qui sont un peu loin des dictats aussi familiaux. On a aussi de moins en moins de mariages à l'église. Alors, quand il y a des mariages à l'église, on s'organise, on trouve des astuces ou alors on assagit un peu. Mais ouais, j'ai pas envie de penser à ce que j'ai pas le droit de faire. En fait, je fais ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est d'être dans le glamour. Et le deuxième rebranding, ça a été quand j'ai rencontré Élise Morgan. Moi, ça a été... alors, Élise Morgan, Clémentine Marchal, Emmanuel Amou, ils le savent, hein, c'est ma mif, quoi. Mais quand tu as la chance de rencontrer ton binôme, c'est vrai, je le souhaite à tous les prestataires, quoi. Le jour où tu rencontres ton binôme, tu deviens toi. Vraiment. Et moi, j'ai pas rencontré un binôme, on est un quatuor, quoi. C'est de la folie, en fait. Clémentine Marchal, elle m'a donné cette légitimité de me dire, mais meuf, c'est toi qui fais le glamour en France. Vas-y, quoi. On en a marre du bohème. Vas-y, fais ça. Moi aussi, j'ai envie d'aller là-dedans. Vas-y, on y va. Allons-y à l'américaine, quoi. Mais en s'appropriant nos propres codes, parce que moi, je me reconnais pas non plus dans les codes américains. Élise Morgan, on est dans l'édito. Moi, je cherchais ça depuis trop longtemps. C'était le style de photo qu'il me fallait. Et en plus de ça, voilà,
c'est ma chérie, quoi. C'est ma wife walker. On est mariés, ça y est, c'est terminé, quoi. Voilà, on est sur la vraie Élise, là. Ouais. On s'appelle bébé. Je souhaite à quelqu'un un jour de nous voir. Alors sur The One, les gens nous voient, mais quand on fait un shooting à deux, moi je m'en rends pas compte parce que je suis de l'intérieur, je vis le truc, quoi. Mais il paraît que c'est une espèce de chorégraphie presque charnelle, où on est toutes les deux tellement dedans, passionnées. Ça va dans tous les sens, mais c'est super structuré, c'est hyper efficace. Quand on a fait le shooting de Phuket, on a fait 23 scènes en une journée. Je ne savais même pas que c'était humainement possible. Je te dis pas dans quel état on est ressorti, même si on allait faire la fête après, parce que Marty Moore is Marty Moore. Mais ouais. Et Emmanuel, je l'ai rencontré un peu par hasard aussi, à peu près en même temps. Et c'est un mec qui a un esprit mode hyper acéré, qui pige vite, qui est très discret et qui est force de proposition. C'est la nouvelle vague. Il fait pas des choses comme on a déjà vu. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle énormément. Et il a pris le temps de m'écouter quand on était assis là sur mon shooting de collection de l'année dernière. Et il a vu que j'étais grande gueule, féministe, hyper engagée, machin. Et il s'est dit, ok, je vais lui mettre une musique qui va là-dessus, quoi. On va pas aller sur un machin un peu, tu sais, romantico plan-plan. Ça va pas être elle, quoi. On va y aller en mode, la meuf est une warrior, les femmes qu'elle habille sont des warriors. Et puis voilà, quoi. Ok. Et donc, le rebranding final, ça a été celui-là. Bah, le dernier en date, ouais, c'est celui-ci. Le premier en date, ça a été de changer la typo, de mettre des choses beaucoup plus Elise Marty Moore. Tu vois, ça fait des années que maintenant c'est doré, lettres bâton. Voilà, ça a été un premier rebranding. Mais il y avait pas que ça. Enfin, on a rebrandé tout, le site, etc. La marque, la communication, se mettre sur les réseaux. Ça a été le premier rebranding en 2016, au moment de la naissance de ma fille, où en fait je réalise que je suis toute seule dans l'entreprise. Je suis au four, au moulin. J'ai pas d'associé, j'ai pas de couturière, je suis enceinte. Voilà. Tout va bien? Tout va bien. On fait 47 robes toute seule, comme une acharnée, que en pièces uniques. J'avais même pas de collection à l'époque. Et en fait, je me suis essoufflée et surtout, j'ai pas communiqué. Et donc, je me suis retrouvée avec un début de saison où il y avait plus de rendez-vous parce que Google m'avait référencé en lingerie et que du coup, les gens venaient plus me chercher. Donc, la question s'est posée. Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on continue? Ok, on continue, mais on va tout repenser. Donc, on a monté une collection en 21 jours, mais ça, c'est une grande spécialité de la maison, avec les fins de tissu qui nous restaient parce que j'avais plus la thune. On a remis les prix, alors ça a été un premier repositionnement prix, on a remis des vrais prix parce que là, c'était n'importe quoi. On a fait le point avec le comptable, avec le banquier, voilà. Et puis, j'ai osé poser une image, voilà, qui n'était pas encore la mienne, mais qui était un premier rebranding, en tout cas, pour exister sur la sphère mariage, quoi, robe de mariée. Après, moi, j'avais un objectif, je m'en cache pas du tout, c'était de faire partie des 10 premières en France, des 10 premières marques. C'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires ou de nombre de robes vendues, parce que nous, notre engagement éthique, de toute façon, au-delà de 200 robes, on peut pas produire. Mais c'était de faire partie des noms qui comptent, des gens qui influencent, et pas, tu vois, des suiveurs. Je pense qu'on a largement rempli ce contrat-là. Et j'ai rebrandé effectivement sur le style, et sur le style aussi photographique, quand j'ai rencontré Élise, donc il y a à peu près 2 ans, c'était le deuxième rebranding, avec à nouveau un changement des prix, voilà, changement de position, de clientèle, de style. Il y avait une dernière question de Valentine de Merci Coco qui te demande quand est-ce qu'on boit une coupe. Eh ben mercredi, meuf. Bon, du tout coup, le temps, en fait, elle sait. L'épisode sortira dans 6 à 8 semaines, donc d'ici là, on en aura d'ici là, t'auras peut-être mercredi fois d'après. Ah ouais, tu m'as demandé tout à l'heure comment ça se passe avec les mariés. Eh ben, elles boivent du champagne avec nous. Ah. Tu vois, c'est pas très intéressant ou important à dire peut-être, mais si moi, ça fait partie de. Ça fait partie de l'expérience client. Ouais, puis ça fait partie de moi, quoi. Ouais, on vit un beau moment, on boit du champagne, quoi, tu vois. Ok, allez, on passe aux questions que je t'ai pas envoyées. On va en faire pas beaucoup, puisque on est déjà sur presque 1 heure de podcast. Tu savais. Je savais. Ton dernier coup de cœur dans la vie. Dernier coup de cœur dans la vie. Pouah, tu me poses la question dans 10 minutes, ce sera pas la même réponse, évidemment. Mon dernier coup de cœur dans la vie, écoute, le Pays Basque en ce moment, j'y passe beaucoup de temps. Ça me fait beaucoup de bien. Je me ressource beaucoup avec l'océan. Ok. Voilà. Ton dernier coup de gueule? Moi, mon coup de gueule, c'est un peu le même depuis des années, mais enfin, il y a plein de coups de gueule parce que en parallèle de ce métier, moi, je suis dans plein d'autres choses aussi, mais si je commence à aller là-dedans, c'est hyper politique, quoi. Mais mon dernier coup de gueule, c'est suivez Andrea Besconde, quoi. Voilà, suivez Andrea Besconde, suivez ce qu'elle fait. On est au-delà du coup de gueule, voilà. Okay. Pas vous dire mieux, mais cette fille fait un travail d'utilité publique, suivez-la, quoi. Ok.
Le dernier podcast que t'as écouté, parce que je sais que t'en écoutes beaucoup. Ouais, bah écoute, t'es arrivé, j'en avais encore un à l'oreille. Ouais. J'en écoute toute la journée, moi, des podcasts. Là, je suis sur les couilles sur la table en ce moment. Je sais, c'est pas très classe. C'est pas moi qui choisis le nom. Mais qui est hyper intéressant. J'écoute que pratiquement des podcasts féministes en ce moment. Mais celui qui m'a tenu tout l'été et que j'aimais suradoré, c'est le Book Club de Louis Média, qui interviewe que des femmes sur leur bibliothèque et leurs livres préférés, celui qui les a marqués, etc. Voilà. Donc moi, je reviens de chez Mola à Bordeaux. J'ai fait une razzia de bouquins parce que je prends des tas d'idées. Voilà, je trouve ça très riche. Ton dernier achat compulsif? Bah du coup, Les livres. c'était les bouquins. Ok. Et alors, j'ai peur. La dernière photo dans ton téléphone. Mais non, je pense qu'en vrai, Une robe? ouais, je vais même pas regarder, mais ouais. Bah si, regarde. Sinon, c'est pas drôle. Ok. Mais je pense que ça va être nul parce que j'ai fait des reposts en venant, donc du coup, ça s'est enregistré. Ah oui. Donc on va dire que sans les reposts, la dernière photo, bah oui, parce que tu vois, c'est l'article de Clémentine de ce matin. Ouais, bah c'est une robe, quoi. Enfin, Bon, ça va. c'est une robe. Non, allez, la dernière photo que j'ai prise moi, c'est un selfie avec un de mes meilleurs amis, donc c'était les 10 ans de mariage hier et avec qui j'étais hier. Voilà. Bon. Ça Et bah, te la va. prochaine, ça sera le selfie de nous deux. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici, d'avoir ouvert ta porte et aussi la porte de ton cœur pour être Oui, toujours. dans le Walt Disney. C'est ça. Toi et moi, on sait. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir et j'ai hâte que tout le monde écoute cet épisode. Ouais, avec grand plaisir. C'était très chouette. Et puis, franchement, je leur dis, mais n'hésitez pas à venir poser des questions, papoter. Clairement. Ouais, moi, j'aime les gens. J'ai l'air chiante comme ça. Ouais. Ouais, je sais, on me l'a dit, quoi. Un peu pain beige, machin. La meuf est hyper impossible d'accès, mais en vrai, j'aime trop les gens, quoi. Maintenant, tu vas Si vous voulez changer qu'on aille ça, boire t'as des dit. coupes, on va boire des coupes, quoi. C'est ça le truc. Viens, on va boire des coups. Non, pas toi, tu dis. Non, moi, je ne bois pas. Mais je t'ai dit, je suis tombée dedans quand j'étais petite, j'ai pas besoin. Ouais, je sais. Mais c'est comme la drogue, C'est- moi. Je bah, prends ce pas que de drogue. j'allais Mais dire. par contre, je bois des coups avec qui veut tout le temps. Voilà. Merci, Élise. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag-nous. Élise et moi, ça nous fera trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.